Bonjour, je m'appelle Jérôme Nédélec, je suis l'auteur d'une trilogie, L'Armée des Veilleurs, qui se déroule dans la Bretagne du Haut Moyen-Âge, au temps des incursions vikings. Alors, pour l'instant, les deux premiers tomes sont parus, Les Frontières liquides, pour commencer, et ensuite suivi des Forêts combattantes, qui sont parus aux éditions Trinox. Mais pour vous faire découvrir cet univers, dans lequel j'ai écrit pas mal d'autres textes, j'ai décidé de vous lire la totalité de ce court roman qui s'appelle Le Trésor des Hommes du Nord et qui est paru aux éditions Stéphane Batigne. Ce court roman, je vais vous le lire en 9 épisodes. Si tout cet univers vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les liens qu'il y a dans la description de cette vidéo et de suivre les vidéos qui vont suivre, bien sûr. Alors, je démarre avec le premier chapitre qui s'appelle Gudrodre. Je suis si fatigué. Voici des jours et des jours qu'avec mes hommes nous remontons la Ligéria. Un fleuve large et capricieux qui nous demande une concentration de chaque instant. Combien de fois ces derniers jours ai-je dû lutter contre le courant pour éviter que notre Snekia ne s'échoue sur un de ces hauts fonds sableux qui se dissimulent traîtreusement sous la surface? Je ne saurais les compter. Je commence à penser que ce n'était pas une si bonne idée d'entreprendre ce périple. D'ailleurs, si j'en crois les rumeurs qui bruissent entre les bancs de nage, cette impression est partagée par mon équipage, et cela n'est pas pour arranger mes affaires. Pour la première fois de mon existence, je me sens dépassé et bien trop vieux pour commander ce genre d'expédition. Alors je ne me fais guère d'illusions. À la moindre erreur, rien ne me sera épargné. C'est ainsi. Un chef, un vrai, partage équitablement le succès et endosse seul l'infortune, jusqu'à parfois crouler sous son poids. C'est pour cela que je me suis juré que cette mission serait la dernière, et rien, pas même la colère des dieux, ne me fera changer d'avis. Je ne m'attendais pas à devoir m'enfoncer aussi loin dans les terres de ce maudit royaume. Ce fleuve est certainement l'un des plus longs sur lequel j'ai navigué. J'en ai pourtant visité des pays, des côtes sauvages et des vallées profondes, mais ici, tout est différent. Les plaines sont aussi immenses que fertiles, et la campagne ne dissimule pas ses richesses. Je n'aime pas ça. Ma longue expérience me souffle qu'il vaut mieux se méfier de tout ce qui semble aisé à dérober. Et puis surtout, je redoute comme la peste cette eau sur laquelle voguent mes navires. C'est une félonne qui semble douée de raison. Elle enfle, respire, crache et tourbillonne, au point que j'ai parfois l'impression de glisser sur le flanc d'un dragon endormi. Pour couronner le tout, mon poignet droit me fait horriblement souffrir. Pas étonnant, je n'ai pas lâché la yalne de mon gouvernail depuis l'aube de cette journée, qui, comme ce fleuve, n'en finit pas. Ah, voilà que le guetteur posté sur le brandre s'agite. Que braille-t-il? Notre objectif est en vue? Par les boucs de Thor, il était temps. Les monastères poussent ici comme les chardons en Calédonie. Celui-ci se nomme Glanafolium et ressemble à tous les autres, si ce n'est qu'il n'est pas en ruine. Du moins, pas encore. Notre navire accoste le premier. Les 8 autres font de même dans un bel ensemble. Nous nous équipons en hâte et sautons à terre. L'alerte doit déjà être donnée. Je prends la tête et me dirige vers l'édifice qui domine le fleuve, après avoir ordonné à quelques hommes de veiller sur nos vaisseaux. Ce qui suit n'est que routine. Tous ces moines sont si prévisibles. Ils pleurent, hurlent et vocifèrent, le tout dans une langue que nous ne comprenons pas. Pourtant, il va bien falloir réussir à obtenir l'information que nous recherchons. Un vieux fait rempart de son corps afin de protéger celui qui semble être son apprenti. Je l'écarte facilement et le jeune, terrorisé, me tend un chandelier en argent, tout en me suppliant probablement de l'épargner. Je prends l'objet et le remercie d'un sourire, avant de lui trancher net la main d'un coup d'épée. Lui aussi va avoir un peu de mal au poignet ces prochains jours. Aussitôt, mes hommes s'occupent du gamin qui, livide, n'a même pas la présence d'esprit de hurler. Dommage, en général, ça aide à délier les langues. Je prends la main coupée et l'utilise pour caresser négligemment le visage du vieux moine qui se liquéfie au fur et à mesure que les doigts morts remontent vers son front. Quand je le sens mûr,
Je prononce lentement la phrase en latin que j'ai apprise par cœur. Où se trouve la tombe de Gerfred? Le moine hoquette de surprise lorsqu'il m'entend prononcer ces mots et semble ne pas comprendre. Je fais signe à Falky qui dégaine aussitôt une longue lame à un seul tranchant, tout en se dirigeant vers le jeune blessé qui finit enfin par pousser un cri d'épouvante. Au regard fou du géant chauve, le moine comprend qu'ici personne ne sera raisonnable. Alors sa peur nous mène jusqu'à un petit cimetière au fond duquel il nous désigne une tombe. 3 de mes fidèles guerriers se transforment aussitôt en terrassiers. En quelques coups de pelle, ils mettent à jour un linceul qu'ils déchirent pour découvrir un cadavre tenant entre ses mains un étui de cuir. Voilà ce que nous sommes venus chercher. Sans un mot, je m'empare de l'objet, puis je croise le regard de Falky qui comprend aussitôt ce que j'attends de lui. Pas de témoin. Nous voilà repartis vers le soleil couchant, ne laissant derrière nous que des ruines en flammes et des corps sans vie. Je crains, hélas, qu'ils ne soient pas les derniers. Et je suis toujours aussi fatigué.